Bonsoir à tous. Merci de nous faire l'honneur de votre présence pour ce premier proto-philo de l'année universitaire. Pour cette occasion, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir Marie Garot. Vous êtes maître de conférence en philosophie sociale et politique à Paris 1 et vous êtes aussi membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophie de la Sorbonne. Vous avez publié cette année cet ouvrage, Politique de la vulnérabilité, aux éditions du CNRS, un très riche ouvrage issu de votre thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2011. Et merci beaucoup donc, de venir ce soir pour nous parler de votre livre. Après l'intervention de Marie Garot, vous aurez une séance de questions-réponses. Vous pourrez donc lui poser vos questions. Et ensuite, la soirée ne s'arrête pas là, puisque vous êtes tous invités à rester pour un petit apéritif qui aura lieu dans la bibliothèque. Je termine cette brève introduction et laisse la parole à Marie Garot. Merci beaucoup Aurélia pour l'invitation. Bien, donc évidemment, je vais parler du livre. Il n'est pas impossible que le propos que j'ai préparé soit un peu long, auquel cas, voilà, je m'arrêterai et puis on laissera place aux questions. Donc, le projet de ce livre, qui est le produit d'un long travail, Aurélia Tréguier a rappelé qu'effectivement, il s'agissait du livre qui est issu de la thèse de doctorat que j'ai fait. Donc, j'ai mis du temps à faire la thèse et ensuite j'ai mis du temps à publier le livre. Donc, ce projet de livre a émergé au carrefour de deux constats relativement hétérogènes. Le premier, que chacun, je pense, d'entre nous peut faire, vient de l'engouement dont la catégorie de vulnérabilité a récemment été l'objet dans l'espace public et dans le langage des politiques publiques depuis, je dirais, le début des années 2000. Alors, donc en l'espace d'une vingtaine d'années, à la faveur de plusieurs rapports officiels, et je pourrais éventuellement revenir sur lesquels dans la discussion, l'expression donc de population vulnérable est devenue monnaie courante dans les discours publics et politiques. Et fréquemment, donc, on désigne ainsi les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, ou les groupes sociaux auparavant dits défavorisés, bref, tout un ensemble de groupes qui sont identifiés comme des cibles de l'action publique. Mais, donc ça c'était le premier constat, le second constat que j'ai fait, c'est que cet engouement a pour ainsi dire été précédé et accompagné par une montée en puissance de cette notion de vulnérabilité dans d'autres sphères de discours. Donc depuis, je dirais, le milieu ou la fin des années 80, la notion de vulnérabilité s'est en effet imposée comme une nouvelle catégorie d'analyse dans le langage académique, et en particulier dans le langage de la philosophie morale et politique et dans le langage de la sociologie. Alors en sociologie, elle a été utilisée dès les années 90 pour décrire les effets produits sur les membres de certains groupes par des processus sociaux considérés comme typiques des transformations des sociétés libérales contemporaines, comme, et j'y reviendrai, la désaffiliation ou la disqualification sociale. En philosophie morale et politique, c'est un usage distinct qui s'est imposé, puisque le plus souvent, on a utilisé cette notion pour désigner un aspect constitutif de l'existence humaine, en vertu duquel donc, les êtres humains sont nécessairement exposés à des atteintes susceptibles de compromettre leur accès à une vie bonne ou à une vie dotée de sens. Donc, dans cette perspective philosophique, la vulnérabilité n'est pas pensée comme l'apanage d'un groupe social particulier, mais comme une propriété commune à tous les êtres humains et qui donc appellerait des réponses d'ordre éthique et politique. Alors, ce sont d'abord ces usages en philosophie morale et politique qui m'ont intéressée. Je reviendrai évidemment sur lesquels et sur le pourquoi. Mais la simple concomitance, disons, de ces deux phénomènes soulevait aussi, il me semble, un certain nombre de questions. Alors, en premier lieu, on pouvait bien sûr se demander tout simplement à quoi tenait cet engouement subit pour la catégorie de vulnérabilité et comment il était possible de le comprendre. On pouvait se demander sur un mode critique s'il s'agissait d'un simple effet de mode, comme cela a été dit parfois, ou se demander à l'inverse s'il n'y avait pas quelque chose de plus important qui se jouait dans cette transformation de nos langages normatifs. Et c'est évidemment cette hypothèse qui me paraissait a priori plus intéressante et que j'avais envie d'explorer.
En second lieu, c'est la polysémie de la notion et la variété de ses usages qui m'ont aussi intriguée. Comme je l'ai suggéré plus haut, la vulnérabilité est en effet susceptible de s'entendre en plusieurs sens, donc comme l'attribut de certains groupes sociaux ou comme une propriété universellement partagée. Certains de ces usages semblent suggérer qu'il s'agit là d'une propriété naturelle, d'autres au contraire d'une construction sociale. Bref, cette pluralité de signification et évidemment l'hétérogénéité des orientations normatives dont ces différentes significations sont porteuses m'ont semblé constituer un véritable problème, à la fois au sens où elles appelaient un travail de clarification conceptuelle, qu'est-ce qu'on entend en fait sous cette notion, mais aussi au sens où elles demandaient au chercheur ou à la chercheuse, en l'occurrence, de se positionner par rapport à une catégorie dont le maniement n'était et ne pouvait être neutre. Alors, la question ici qui se posait en particulier, c'était celle de savoir si, étant donné les usages existants de la catégorie et les contours variables qui étaient les siens, il valait mieux, en tant que chercheuse, chercher à clarifier le sens de la notion, chercher à distinguer, par exemple, des usages légitimes ou d'autres qui seraient plus problématiques, ou s'il ne fallait pas, plus simplement et plus radicalement aussi, en récuser finalement la dimension heuristique, en dénoncer les usages flous. Alors, cette question, comment se positionner par rapport à cette notion, se posait d'autant plus que certaines chercheuses et certains chercheurs ont de façon claire et explicite choisi d'adopter une posture critique par rapport à la catégorie de vulnérabilité. Alors, il y a plusieurs travaux qui vont en ce sens, mais on peut citer par exemple, comme un cas assez typique, il me semble, le livre d'Hélène Thomas, qui est politiste elle-même, qui s'appelle « Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres » et qui est sorti en 2009. Alors, dans ce livre, Hélène Thomas se donne pour but donc d'examiner les usages de la catégorie de vulnérabilité dans un certain nombre de discours, rapports officiels, discours publics et politiques et quelques travaux de sciences humaines et sociales. Et sur cette base, elle élabore une critique de la catégorie qui est d'ordre à la fois épistémologique et politique. Alors, sur le plan épistémologique, Thomas adresse un grosso modo de critiques à cette catégorie. Premièrement, elle lui reproche le flou de sa signification. Elle souligne que le plus souvent, au lieu de définir en fait ce dont il s'agit là, on cherche à cerner la signification de la catégorie en référence à des termes proches, comme ceux de fragilité, de faiblesse, etc. Et d'autre part, elle souligne aussi que les discours qui recourent à cette notion de vulnérabilité ont tendance à substantialiser la vulnérabilité, c'est-à-dire en faire la propriété intrinsèque de certains groupes sociaux, au lieu de la présenter comme le produit d'une situation sociale donnée. Donc ça, c'est le premier volet, disons, de la critique. Le second se situe davantage sur le plan politique. Et là, Thomas considère que la montée en puissance de la vulnérabilité indique et donc aussi renforce une transformation profonde du rapport de l'État aux citoyens. En gros, le discours de la vulnérabilité s'accompagnerait de l'idée selon laquelle la vocation de l'État n'est plus de garantir la liberté et l'égalité des citoyens, mais plutôt celle de les protéger et de les surveiller contre un ensemble de risques qui s'imposent à eux. Donc on passerait d'un État émancipateur à un État paternaliste, et finalement la vulnérabilité serait le véhicule conceptuel de cette transformation. Donc pour résumer, d'après Thomas, la montée en puissance de cette notion signerait dans un même mouvement la dépolitisation de la question sociale et l'émergence d'un État sécuritaire et disciplinaire qui aurait rompu avec les visées donc émancipatrices de liberté et d'égalité. Donc la conséquence qu'elle en tire du point de vue de la recherche, c'est que la tâche des chercheurs en sciences humaines et sociales serait plutôt de produire la critique de cette catégorie en analysant les dispositifs sociopolitiques qu'elle permet de justifier, plutôt que de s'en servir et donc de la relayer, fût-ce avec une volonté critique et dans une perspective de transformation sociale. Alors, les analyses de Thomas, encore une fois, font écho à d'autres. Je pense ici à celle de Didier Vranken, dans une certaine mesure à celle de Didier Fassin, à celle de Myriam Titkin, qui a été son élève.
Et elle soulève, ces analyses, des questions importantes concernant les effets politiques des catégories scientifiques, des catégories du discours que nous produisons donc, dans l'enceinte universitaire. Elles mettent en particulier le doigt, il me semble, sur l'un des principaux dangers dont l'usage de la catégorie de vulnérabilité est porteur. Donc je l'ai mentionné, c'est celui de la substantialisation, et son corollaire, celui de la stigmatisation des individus et des groupes qui seraient étiquetés comme vulnérables. Alors, bien sûr, j'étais tout à fait sensible à ces difficultés, mais pour autant, il me semblait, et disons que ces difficultés n'ont pas suffi à désamorcer chez moi une conviction autre, qui était que se passer en gros de cette notion de vulnérabilité aurait pour effet de nous priver d'un outil qui, à condition qu'on fasse l'effort de le définir, pouvait en fait constituer un outil précieux, alors à la fois pour décrire certains aspects de l'existence humaine, pour analyser l'expérience sociale contemporaine, mais aussi pour impulser des transformations sociales et politiques désirables. Alors, donc, bien sûr, le caractère, je dirais, englobant et unilatéral de la critique de Thomas ne m'a pas complètement convaincue. Alors, le fait que j'ai rencontré cette notion dans des textes et dans des débats de philosophie pratique n'est sans doute pas pour rien dans l'importance et la valeur théorique et critique que, a priori, je lui ai accordée. Et c'est évidemment pas par ce biais-là que Thomas, elle, entre dans la vulnérabilité. Donc ça constitue bien entendu cette entrée, un biais discutable de mon travail, on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais c'est évidemment par là que je m'en suis saisie. Donc quoi qu'il en soit, c'est donc l'idée selon laquelle la catégorie de vulnérabilité a une dimension à la fois critique et normative qui a constitué le fil directeur de mon travail. Et la thèse générale du livre, de ce point de vue, pourrait se formuler comme suit, en deux temps, d'une certaine manière. Premièrement, la catégorie de vulnérabilité donc, est précieuse car elle permet, j'y reviendrai, de voir les sujets autrement, d'approfondir et de retravailler la conception moderne de la subjectivité de façon plus satisfaisante, c'est-à-dire de façon plus réaliste et plus cohérente aussi avec ce que nous ont appris un certain nombre de travaux de sciences humaines et sociales sur ce que nous sommes. Alors pour le dire autrement, son essor traduit ce que Jean-Louis Génard, un sociologue belge, appelle une transformation des coordonnées anthropologiques, c'est-à-dire une modification des grilles interprétatives de l'humain, qui permet de rendre justice à des aspects de l'existence humaine qu'une part importante de la philosophie pratique moderne et contemporaine a passé sous silence. Donc ça, c'est le premier point, je dirais. Or, et c'est le second point, ce déplacement du regard n'est pas simplement important d'un point de vue descriptif, il est aussi important d'un point de vue pratique, qui est le point de vue que j'ai tout de suite adopté. Il peut en effet nous permettre de redéfinir de façon plus satisfaisante les obligations morales que nous avons les uns à l'égard des autres et les obligations que la communauté politique a à l'égard de ses membres. Autrement dit, il me semble que cette catégorie de vulnérabilité peut produire des effets quand il s'agit de définir ce en quoi consiste et la manière, disons, dont pourrait s'organiser une société juste. Alors, cela étant dit, pour que la catégorie de vulnérabilité puisse effectivement remplir une telle fonction critique et normative, il faut que certaines conditions soient remplies. Et en particulier, il était nécessaire d'en préciser le sens afin de répondre à l'objection de flou que ses détracteurs, souvent à juste titre, lui adressent, et bien sûr en gardant à l'esprit autant que possible les effets problématiques que peuvent avoir certains de ces usages. Avant donc de dégager les implications politiques de la vulnérabilité, et pour justifier l'idée même selon laquelle la vulnérabilité a des implications politiques, il convenait donc de préciser ce que recouvre cette catégorie. Alors, ce cahier des charges rend compte du plan que j'ai adopté dans le livre, qui se compose de 3 parties. Donc, les 2 premières sont consacrées à l'élucidation du sens de la catégorie de vulnérabilité. Et l'enjeu, c'est d'arriver donc à en proposer une conception cohérente. Et pour cela, je m'appuie à la fois sur des travaux donc, de philosophie morale et politique contemporaine, c'est l'objet de la première partie, et sur des travaux de sociologie, c'est l'objet de la deuxième partie.
Et puis dans un dernier moment, la troisième partie, j'essaye de dégager les grandes lignes d'une politique de la vulnérabilité, autrement dit, de tirer les implications politiques de cette catégorie telle que je l'ai définie donc, dans les deux parties précédentes. Alors, maintenant que j'ai précisé en gros le contexte, le point de départ et l'hypothèse générale du livre, je voudrais dire donc quelques mots de ces différentes parties qui composent l'ouvrage, en insistant évidemment sur les raisons pour lesquelles la vulnérabilité doit, à mon sens, s'entendre comme une catégorie de la philosophie politique. Alors, donc je ne sais pas encore une fois si j'aurai le temps d'aller au terme, j'aurai peut-être le temps que de survoler les premières et deuxièmes parties, je verrai donc en fonction du temps dont on dispose. Alors, je voudrais commencer par expliquer pourquoi il m'a paru nécessaire, dans cette entreprise d'élucidation, de convoquer la philosophie, mais aussi la sociologie. Alors, ce choix n'a évidemment pas été sans poser des questions de méthode, et on pourra y revenir aussi dans la discussion, mais il provient évidemment de la volonté de dépasser ce qui m'est apparu progressivement, et dans la perspective de philosophie politique où je souhaitais me placer, comme des limitations de chacune de ces approches, donc philosophiques et sociologiques. Alors, je vais expliquer ce point en commençant par revenir sur les apports et évidemment aussi sur les limites des approches philosophiques de la vulnérabilité. Donc, sur la première partie, en fait. Alors, les approches philosophiques auxquelles je me suis intéressée, qui sont celles, respectivement, de Martha Nussbaum, des théoriciennes du Caire et plus particulièrement de Joan Tronto, et donc aussi celles d'Axel Honneth, ont donc trois approches. Là encore, on pourra revenir sur pourquoi celle-là plutôt que d'autres. Mais ces approches donc, ont en commun de souscrire à l'idée selon laquelle les sujets humains sont fondamentalement vulnérables. Alors, en prenant appui sur leurs travaux, on peut définir cette vulnérabilité fondamentale, il me semble, comme une condition existentielle résultant de la situation d'exposition et de dépendance dans laquelle les sujets humains se trouvent, à l'égard d'une altérité qu'ils ne maîtrisent jamais entièrement, avec laquelle ils sont nécessairement en relation, et qui est donc susceptible de porter atteinte à leur intégrité corporelle ou psychique. Et en fonction des auteurs dont j'ai parlé, cette altérité, elle peut prendre différentes figures, la figure de la fortune, la figure d'autrui, la figure de l'environnement naturel ou de l'environnement social dans lequel les sujets sont inscrits. Donc être vulnérable, en ce sens, c'est être ouvert de façon constitutive à la possibilité d'être affecté négativement et durablement par une altérité dont on dépend. C'est être toujours en partie hors de soi, pour reprendre le titre d'un très beau texte que je vous conseille à tous, de Claire Marin, sur l'expérience de la maladie. La vulnérabilité suppose de ce point de vue une passivité essentielle, une absence d'autosuffisance et une absence de maîtrise de ce qui arrive. Alors, parler de vulnérabilité fondamentale, c'est considérer que la vulnérabilité relève donc d'une condition existentielle commune, universellement partagée, et qu'il ne saurait être question de dépasser, de supprimer ou d'éradiquer, qu'il serait aussi inapproprié de considérer comme un défaut ou comme un manque, du moins si l'on raisonne à partir de standards humains. Dire que la vulnérabilité est fondamentale, c'est donc la soustraire à tout jugement de valeur, la placer dans le domaine de la facticité, de ce contre quoi on ne se révolte pas. Alors cette vulnérabilité fondamentale peut passer inaperçue du sujet lui-même ou de ceux qui l'entourent. Elle peut demeurer à l'arrière-plan, comme le fond sur lequel se déploie l'existence, sur lequel se développe la subjectivité, les capacités, les projets du sujet. Elle devient cependant manifeste dans des expériences qui attestent des limites de notre puissance d'agir et qui nous permettent de comprendre que celle-ci, et plus encore l'autonomie avec laquelle on identifie la maturité cognitive et morale, donc que celle-ci est une conquête fragile, car conditionnée à un ensemble d'éléments qu'il est impossible de jamais maîtriser entièrement. Donc ces expériences qui attestent de la vulnérabilité, ce sont notamment celles de l'impuissance, de la dépendance, de la souffrance, de l'effondrement physique ou psychique, de la maladie, et puis bien évidemment de la mort. Dans ces expériences, donc, le sujet se découvre vulnérable, il éprouve dans son être les limites de sa puissance d'agir
et l'impossibilité d'échapper à la situation d'exposition et de dépendance au monde qui en est aussi paradoxalement la condition. Alors ce qui m'a intéressée dans les travaux de Nussbaum, de Tronto et de Honneth, c'est donc encore une fois qu'ils souscrivent tous à l'idée selon laquelle nous sommes fondamentalement vulnérables. Cela dit, de leurs travaux respectifs, on peut aussi dégager différentes conceptions de cette vulnérabilité fondamentale en fonction de la manière dont chacun pense l'objet ou le sujet de la vulnérabilité et en fonction de la manière dont il identifie les fondements qui sont les siens. Alors schématiquement, on peut distinguer ce que j'appelle une conception naturaliste de la vulnérabilité de ce que j'ai appelé une conception relationnelle de la vulnérabilité. Alors la conception naturaliste fait de la vulnérabilité une propriété naturelle des individus humains et insiste sur l'enracinement de la vulnérabilité dans le corps physiologique. Si donc nous sommes vulnérables dans cette perspective, c'est parce que nous sommes des êtres incarnés, finis, soumis au temps et marqués par le besoin. Cette condition partagée nous rend dépendants de notre environnement naturel et social. Elle nous expose au manque, à la faim, à la douleur, à la dégénérescence. Et dans cette conception naturaliste de la vulnérabilité que l'on trouve principalement chez Nussbaum, les figures donc, qui vont classiquement incarner cette vulnérabilité vont être celles de l'enfant, de la personne malade, de la personne en situation de handicap ou de la personne âgée. Alors bien entendu, il ne s'agit pas pour moi, il ne s'est pas agi pour moi, de nier toute pertinence à cette conception de la vulnérabilité fondamentale. Il me semble clair, en effet, que la vulnérabilité s'enracine dans les dimensions incarnées et temporelles de l'existence humaine. Clair aussi que la vulnérabilité se manifeste d'autant plus évidemment que les capacités et les pouvoirs humains, qu'ils soient physiques ou intellectuels, n'existent encore qu'à l'état de puissance ou ont été altérés par le temps ou la maladie. Pourtant, cette conception de la vulnérabilité m'a semblé réductrice à deux égards. En premier lieu, quand il s'agit de préciser ce qui du sujet est vulnérable ou quel est le sujet de la vulnérabilité, elle tend à se focaliser indûment, à mon sens, sur le corps. Or, on peut penser que c'est le sujet en sa totalité, ou le sujet en tant qu'être biopsychosocial, pour reprendre une expression de Stéphane Habert que j'aime bien, qui est vulnérable, et qu'il y a de ce fait un sens à parler de vulnérabilité psychique, autant que de vulnérabilité corporelle. En second lieu, et quand il s'agit cette fois d'élucider les fondements de la vulnérabilité, la conception naturaliste ne prend pas la mesure de ce que la vulnérabilité doit à notre inscription dans un environnement relationnel et social qui médiatise la réponse à nos besoins naturels et le développement de nos capacités, et qui joue un rôle central dans la constitution de notre identité personnelle et pratique. Donc pour ces deux raisons, il m'a semblé plus intéressant de me tourner et d'endosser une conception alternative et plus riche de la vulnérabilité fondamentale que je qualifie de relationnelle. Donc cette conception, dont on trouve les linéaments chez les théoriciennes du Caire et dans la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth, ancre la vulnérabilité de l'être humain dans les dimensions corporelles et relationnelles de l'existence humaine. Dans cette perspective, notre vulnérabilité provient autant du fait que nous sommes des corps, donc marqués par la finitude et le besoin, que du fait que nous sommes d'emblée pris dans des relations de dépendance à l'égard d'autres personnes dont dépend la possibilité que nous avons de devenir des sujets autonomes. Donc si nous sommes fondamentalement vulnérables, c'est donc parce que nous sommes des êtres de relation, des êtres voués aux relations du fait même de notre constitution naturelle. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas opposition terme à terme entre la conception naturaliste et la conception relationnelle. Alors, si on souscrit à une conception relationnelle de la vulnérabilité, il devient donc nécessaire de pluraliser les expériences et les figures dans lesquelles elles s'attestent, en l'actualisant et en l'intensifiant tout à la fois. Donc, à côté des expériences de l'enfance, de la vieillesse, du handicap, de la maladie que je mentionnais tout à l'heure, il faut aussi inclure ces expériences d'impuissance et de souffrance qui s'enracinent moins dans une défaillance interne du corps que dans les propriétés des relations dans lesquelles les sujets sont inscrits. De ce point de vue-là, les sujets négligés ou méprisés, rendus invisibles ou sujets à la violence, attestent aussi de notre vulnérabilité fondamentale commune. Alors,
Parvenu en ce point, alors on pourra éventuellement, si ça vous intéresse, rediscuter de l'apport de chacun de ces différents auteurs à la construction de cette conception. Je ne m'arrête pas sur ce point ici. Donc parvenu en ce point, on peut cependant se demander pourquoi il importe de redéfinir les sujets comme fondamentalement vulnérables et ce qui est attendu d'un tel geste théorique. Une première réponse consisterait à dire, et je l'ai déjà souligné tout à l'heure, que prendre en compte la vulnérabilité fondamentale et les expériences multiples dans lesquelles elle s'atteste permet de produire des descriptions de l'humain qui soient à la fois plus riches, plus réalistes que celles auxquelles une certaine philosophie occidentale nous a habitués. On peut cependant aller plus loin et souligner que les auteurs contemporains qui recourent à cette catégorie partagent en fait une même visée critique. Et c'est la raison aussi pour laquelle je les ai étudiés ensemble. En attirant l'attention sur cette dimension de l'existence humaine, ils entendent en effet mettre au jour, par contraste et de façon plus ou moins explicite, la pauvreté et l'inadéquation de conception du sujet sur lesquels se fondent les courants de la philosophie politique contemporaine qui ont occupé le devant de la scène, dans le monde anglophone en particulier, depuis les années 70. Donc je pense ici évidemment au libéralisme politique, mais aussi au libertarisme ou à l'utilitarisme. Ces courants se fondent en effet sur une conception du sujet comme être essentiellement rationnel, que cette rationalité soit pensée comme rationalité calculatrice ou comme rationalité morale, et comme être toujours déjà autonome, à même de développer à partir de son propre fond l'ensemble des capacités nécessaires à la conduite d'une vie bonne. Or, ces conceptions atomistes ou désincarnées du sujet, pour reprendre des termes respectivement de Charles Taylor et de Martha Nussbaum, ne sont pas évidemment dépourvues d'implications morales et politiques. Comme l'ont souligné les théoriciennes du Caire, elles contribuent à véhiculer une conception réductrice de l'autonomie, à tort confondue avec l'indépendance. Elles alimentent la stigmatisation de celles et ceux qui sont étiquetés comme vulnérables, qui sont perçus comme des charges dérogeantes à la norme commune. Enfin, elles nourrissent l'idée d'une opposition entre eux, les sujets vulnérables, et nous, les sujets autonomes. Plus généralement, en occultant la vulnérabilité de toute existence humaine, elles ne permettent pas de penser des réponses collectives à cette vulnérabilité. Donc redéfinir le sujet humain comme fondamentalement vulnérable, c'est au contraire se donner les moyens de repenser les devoirs de la communauté à l'égard de ses membres, les modalités et les champs d'intervention de l'État. C'est notamment attirer l'attention sur les conditions relationnelles et sociales complexes auxquelles les individus peuvent devenir autonomes et faire entendre leur voix. Par exemple, et pour faire écho aux travaux que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait que les individus ont besoin de care, là aussi on pourra discuter de la traduction, et de certaines formes de reconnaissance pour développer et maintenir leur autonomie. Alors, cette dernière remarque me permet d'ajouter un dernier point, relatif cette fois au rapport entre vulnérabilité fondamentale et autonomie. On a en effet coutume, dans le langage courant, d'opposer la vulnérabilité et l'autonomie, au sens où celles et ceux que l'on qualifierait de vulnérables seraient dans des proportions inverses, dépourvus ou privés d'autonomie. La vulnérabilité est alors comprise sur le mode de la privation ou du déficit. Elle est censée se manifester dans différentes incapacités et elle appelle éventuellement des mesures de protection ou d'assistance spécifiquement destinées aux groupes concernés. Alors, faire de la vulnérabilité une condition existentielle commune permet au contraire de sortir d'une telle perspective. Cela oblige à rompre avec l'opposition généralement posée entre vulnérabilité et autonomie et à penser autrement leur rapport. Si en effet la vulnérabilité fondamentale est le propre de toute existence humaine, alors il est évident qu'elle n'exclut pas l'autonomie. Il faut penser plutôt le devenir autonome comme l'un des devenirs possibles pour des êtres fondamentalement vulnérables, devenir qui, encore une fois, n'efface pas leur vulnérabilité fondamentale, mais la tempère en la reléguant temporairement à l'arrière-plan de leur existence. Cela dit, admettre que des sujets vulnérables puissent devenir autonomes suppose aussi de redéfinir l'autonomie et ses conditions d'une façon qui soit compatible avec la prise en compte de la vulnérabilité fondamentale. Alors dans le livre, j'ai essayé de faire cela en prenant appui sur plusieurs travaux contemporains de psychologie morale et de travaux de théorie féministe, puisque les théories féministes, et là encore on pourra revenir peut-être plus précisément sur l'apport de cette perspective à ce travail, mais ont beaucoup réfléchi à cette question de l'autonomie.
Alors ces travaux m'ont conduit à redéfinir l'autonomie à distance des idées d'indépendance et de contrôle comme une autonomie expressive et relationnelle. Alors parler d'autonomie expressive, c'est dire que l'autonomie personnelle consiste dans le pouvoir d'exprimer dans ses actes et sa manière de vivre ce à quoi nous tenons. En ce sens, l'autonomie suppose moins de suivre une règle que de s'identifier avec les finalités que l'on poursuit. Ce pouvoir ne se fonde pas uniquement sur la raison, mais repose aussi, pour son développement et son exercice, sur des dispositions comme la confiance en soi et sur des capacités autres que la raison, en particulier sur l'imagination. A l'inverse, l'hétéronomie se définira comme incapacité à déterminer ce qui nous importe ou à s'identifier aux fins que l'on poursuit et se manifestera dans des sentiments d'absurdité ou d'étrangeté à soi qui peuvent en découler. Parler d'autonomie relationnelle, d'autre part, c'est dire que ce pouvoir et les capacités sur lesquelles il repose ne peuvent se développer et s'exercer qu'à la condition que le sujet soit inclus dans certains types de relations, des relations de soins et de reconnaissance mutuelle en particulier. Donc le contexte relationnel et social constitue de ce point de vue une condition du développement de l'autonomie et une composante de l'autonomie. Condition puisqu'il permet le développement des capacités dont l'autonomie dépend, composante car celle-ci ne peut s'exercer que dans certains types de contextes. Ou pour le dire autrement, l'autonomie dans cette perspective est à la fois une compétence subjective et un statut intersubjectif et social. Alors on voit que reconnaître la vulnérabilité fondamentale des sujets implique donc de rompre avec certaines figures de la subjectivité, certaines conceptions de l'autonomie, mais ce geste, et c'est évidemment ce sur quoi il convient d'insister, ne signifie en rien que l'on se représenterait les sujets comme des êtres passifs, définis par leurs souffrances et leurs incapacités, et qu'il faudrait donc par conséquent et avant tout protéger ou surveiller. La vulnérabilité, encore une fois, ne s'oppose pas à l'autonomie. La vulnérabilité et l'autonomie sont au contraire à penser comme les deux faces d'une même médaille, dès lors que les fondements de l'une, la corporéité et la socialité, recèlent aussi les conditions de possibilité de l'autre. Alors, ce point relatif au rapport entre vulnérabilité et autonomie est à mon avis essentiel, parce qu'il permet notamment de préciser ce que devrait être le but d'une politique de la vulnérabilité, et d'écarter les objections de paternalisme et de misérabilisme que pourrait soulever l'idée même d'une telle politique. Alors, l'idée que je défends en effet dans le livre, c'est que le but d'une politique de la vulnérabilité devrait être de garantir à toutes et à tous les conditions de leur autonomie. Justement parce que celle-ci n'est, pour des êtres vulnérables, ni donnée ni garantie. Alors, parvenu en ce point de mon raisonnement, donc... Et là, je reviens sur, disons, mon cheminement, le cheminement de ma réflexion. Je me trouvais cependant face à une alternative classique. Quand il s'agit de définir ce en quoi consiste une société juste, ou de s'engager dans un propos de philosophie politique à proprement parler, il est possible, il me semble, de procéder grosso modo de deux façons. On peut chercher, premièrement, à procéder déductivement à partir d'un ensemble de prémices anthropologiques auxquelles on aura donné une teneur normative. Donc l'idée, c'est la suivante, étant donné ce que sont les sujets humains et étant donné l'idéal que l'on cherche à promouvoir ou à garantir, voilà la manière dont il serait souhaitable d'organiser la société. Mais on peut aussi, deuxième possibilité, procéder inductivement en se demandant ce qui, dans les sociétés réellement existantes, fait obstacle à la réalisation de l'idéal qu'on a en vue, étant donné la conception du sujet humain qu'on défend. Alors, c'est plutôt à cette seconde voie, qui supposait donc d'instaurer un dialogue avec les sciences sociales et de s'intéresser aux usages spécifiques qu'elles faisaient de la catégorie de vulnérabilité, que j'ai décidé d'emprunter dans mon travail. Donc une voie qui est celle qui est plutôt associée traditionnellement à la théorie critique, ou une démarche que certains théoriciens critiques appellent une démarche reconstructive, par opposition donc à une démarche constructive, qui relève de la procédure déductive dont je parlais précédemment. Donc, il me semblait que c'était plus intéressant d'emprunter cette seconde voie. Alors,
l'hypothèse qui sous-tendait ce choix que j'ai fait est la suivante. Ce que les sociologues contemporains appellent vulnérabilité est à la fois proche et distinct de ce que la philosophie désigne sous cette catégorie. Si bien qu'une compréhension adéquate de la vulnérabilité doit en passer par une mise en regard de ces deux perspectives. Alors, je m'explique sur ce point. Les approches philosophiques et sociologiques de la vulnérabilité sont distinctes, premièrement. Comme je l'ai indiqué plus haut, à plusieurs reprises déjà, la sociologie ne se réfère pas à travers la catégorie de vulnérabilité à une condition existentielle commune, mais aux effets jugés problématiques que certains processus sociaux contemporains produisent sur les individus. On peut, pour dire les choses un peu autrement, dire que pour la sociologie contemporaine, la vulnérabilité est situationnelle ou sociale plutôt qu'existentielle ou ontologique, mais j'aime pas sociale parce qu'évidemment, il me semble qu'au niveau existentiel, la vulnérabilité est déjà d'emblée sociale. Bon, c'est un peu l'idée évidemment qui est derrière la défense de la conception relationnelle. Donc, plutôt parler de vulnérabilité situationnelle. Mais quoi qu'il en soit, dans la perspective sociologique, donc, la vulnérabilité est comprise comme contingente, comme inégalement distribuée entre les individus, et aussi comme remédiable en principe. Donc, beaucoup, évidemment, de différences par rapport à la conception de la vulnérabilité fondamentale que j'ai évoquée précédemment. Cela dit, tout en étant distinctes, les perspectives philosophiques et sociologiques sur la vulnérabilité me semblaient pouvoir être articulées. Donc l'idée était la suivante, ce que les sociologues contemporains identifient en effet comme des situations de vulnérabilité peut en effet s'interpréter comme des situations dans lesquelles la vulnérabilité fondamentale qu'analyse la philosophie s'intensifie au point de mettre en péril l'autonomie des individus. La sociologie peut alors fournir des cadres d'analyse permettant de comprendre les ressorts de cette intensification inégale. Quant à la philosophie, elle peut éclairer les soubassements anthropologiques des analyses conduites par la sociologie, comment il se fait que de tels processus puissent affecter de cette façon-là les sujets sociaux. Et elle peut aussi permettre d'expliciter les critères ou les standards à l'aune desquels ces processus sont qualifiés de problématiques ou de pathologiques, et nous donner donc des raisons de les transformer. Enfin, un dernier point, cette mise en regard ne me semblait pas seulement possible malgré la différence des registres de discours, elle me semblait aussi souhaitable pour deux raisons. La première est que l'intégration d'une perspective sociologique pouvait permettre de construire une conception plus complète et satisfaisante de la vulnérabilité. Alors jusqu'à présent, j'ai surtout insisté sur l'apport des approches philosophiques de la vulnérabilité, et j'ai essayé d'expliquer que ces apports tenaient principalement à ce qu'elles insistent sur la dimension universelle et commune de la vulnérabilité et sur les obligations morales que celle-ci engendre. Mais une telle insistance, et il importe de le souligner aussi, si elle a une portée critique, peut aussi devenir problématique si elle a pour effet d'occulter les inégalités existantes du point de vue de la vulnérabilité ou la distribution différentielle de la vulnérabilité. Autrement dit, le fait que certains individus sont manifestement plus vulnérables que d'autres. Car s'il est vrai que nous sommes toutes et tous fondamentalement vulnérables, il est vrai aussi que nous ne le sommes pas tous et toutes également. La vulnérabilité, si elle est bien irréductible, si elle demeure la vie durant, peut donc s'intensifier dans certaines situations, au point justement de compromettre l'exercice ou le maintien de l'autonomie. Donc ce sont précisément de telles situations, et avec elles les processus sociaux qui en sont à l'origine, que la sociologie pouvait nous permettre d'identifier. Or, et c'est la deuxième raison pour laquelle il me semblait souhaitable de mobiliser la sociologie, cette identification était également nécessaire si l'enjeu était de penser des réponses politiques à la vulnérabilité. Alors, je disais plus haut que l'enjeu d'une politique de la vulnérabilité doit être de garantir à toutes et à tous les conditions d'une vie autonome. Mais cette idée, il me semblait, ne devait pas simplement s'entendre en un sens positif, au sens où, pour permettre donc à chacun, chacune de mener une vie autonome, il suffirait de donner accès à un certain nombre de biens matériels ou de mettre en place certaines institutions. Elle devait, me semblait-il aussi, s'entendre en un sens négatif. Autrement dit, permettre à chacun et chacune de mener une vie autonome implique également, et peut-être d'abord, de lutter contre les processus sociaux qui, dans les sociétés réellement existantes, mettent en cause les conditions de l'autonomie.
quels arrangements sociaux importe-t-il donc de transformer, si l'enjeu est de garantir à toutes et à tous les conditions de l'autonomie, contre quels processus sociaux lutter? À ces questions, qui sont des questions partiellement empiriques bien sûr, dont les réponses dépendent de contextes socio-historiques dans lesquels on se situe, seule la sociologie pouvait évidemment répondre. C'est donc aussi pour cela que j'ai choisi de consacrer la deuxième partie du livre à l'étude des différentes conceptions sociologiques donc, de la vulnérabilité. Bien, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, dans le livre, je me suis concentrée simplement sur 3 approches qui assistent chacune sur ce qui m'a semblé pouvoir être compris comme un processus social d'intensification de la vulnérabilité fondamentale. Alors, je me suis d'abord intéressée à l'approche de Robert Castel. Castel pense la vulnérabilité au prisme du concept de désaffiliation, comme un effet de la fragilisation des liens qui, historiquement, inscrivent l'individu dans des collectifs qui assurent à son égard une fonction de protection sociale. Alors, dans son analyse de la période récente, et je renvoie bien sûr sur ce point aux métamorphoses de la question sociale, Castel insiste en particulier sur les effets de vulnérabilité engendrés par le chômage de masse, la précarisation de la relation d'emploi et la fragilisation des collectifs de proximité, famille, voisinage, sous l'effet du processus d'individualisation. En creux, son analyse souligne évidemment l'importance de certains biens sociaux, droits sociaux, revenus, et l'importance de l'appartenance à des collectifs capables de médiatiser l'accès à ces biens. Mais il a tendance, à mon avis, à poser une équivalence entre appartenance et protection, et ne voit pas que l'intensification de la vulnérabilité peut aussi dériver de l'inscription dans certains types de relations ou dans des rapports sociaux problématiques. C'est au contraire cette thèse que font valoir les sociologies de la disqualification sociale et de la domination sur lesquelles donc, je me suis penchée ensuite. Le concept de disqualification sociale a été forgé par Serge Pogam pour rendre compte précisément des effets paradoxaux de certaines relations et en particulier les relations de dépendance à l'assistance sociale. Celles-ci empêchent en effet les individus de sombrer dans l'indigence. Elles leur garantissent des droits et l'accès à des biens matériels. Et donc, si on reprend l'approche de Castel, on peut dire qu'elles remplissent effectivement une fonction de protection sociale. Pourtant, ce que montre bien Pogam, c'est que la dépendance à l'assistance fonctionne aussi comme un stigmate et rappelle sans cesse aux individus concernés qu'ils dérogent aux normes dominantes de la réussite sociale. Et pour cette raison, ces relations peuvent devenir les sources d'une vulnérabilité accrue qui se manifestera subjectivement dans des sentiments de malaise, de honte de soi, de dépréciation, dans des comportements d'évitement ou de désengagement par rapport à la vie sociale. Donc l'idée évidemment, c'est que ce que montre bien Pogam, c'est que toutes les relations, y compris celles qui médiatisent l'accès à certains biens matériels et sociaux, ne permettent pas aux individus qui y prennent part de développer ou de maintenir ce rapport positif à soi, pour reprendre le terme de Honneth, sur lequel repose l'autonomie. Et c'est aussi, évidemment, ce que permet de confirmer un certain nombre de travaux consacrés à la domination, en particulier à la domination de genre, en mettant en évidence les effets subjectifs profonds que suscite le fait d'être assigné à une catégorie sociale subalterne ou le fait d'être assujetti à des pratiques de contrôle et à des discours qui vous dépossèdent de toute autorité dans la vie sociale. Donc, l'idée de ces analyses, c'était évidemment pas d'être exhaustif du point de vue d'une compréhension des processus sociaux qui sont susceptibles d'intensifier la vulnérabilité, mais c'était de parvenir à identifier de façon située, historiquement et socialement, quels étaient les processus majeurs auxquels il importait de prêter attention donc, dans une perspective politique. Et au terme de ces analyses, il apparaissait que la désaffiliation, la disqualification sociale et la domination constituaient bien des processus sociaux susceptibles d'intensifier la vulnérabilité des groupes qui en étaient l'objet, en privant les membres de ces groupes des conditions matérielles, relationnelles et sociales de leur autonomie. Elles les empêchaient de se comporter positivement comme des individus, pour reprendre une expression de Castel. Alors, ces analyses apportaient ainsi une confirmation empirique aux hypothèses que l'on peut dégager des approches philosophiques de la vulnérabilité. En creux, elles mettaient en évidence l'importance des droits, de l'accès à certains biens sociaux, l'importance du care, l'importance de la reconnaissance.
mais elle permettait aussi d'aller plus loin et d'éclairer donc les processus sociaux en cause dans l'intensification différentielle de la vulnérabilité. Alors c'est sur cette base-là donc il m'a paru possible, dans un dernier moment, d'essayer de dégager les grandes lignes de ce que pourrait être une politique de la vulnérabilité. Donc je l'ai dit, l'objectif d'une telle politique, il s'est dégagé progressivement au fil de ma réflexion, et il recouvre en fait deux finalités complémentaires. En premier lieu, une politique de la vulnérabilité devrait chercher à répondre à la vulnérabilité fondamentale des sujets humains, en s'assurant qu'ils disposent donc des conditions interpersonnelles et sociales nécessaires au développement d'une autonomie conçue comme autonomie expressive et relationnelle. Mais en second lieu, elle devrait aussi chercher à lutter contre les processus sociaux qui portent atteinte à ces conditions et induisent, pour certains, une intensification de leur vulnérabilité fondamentale. Alors, la question qui s'est finalement posée a été celle de savoir quelle forme concrète pourrait prendre une telle politique, concrète dans une perspective qui reste une perspective philosophique, donc vous inquiétez pas, ça reste suffisamment abstrait et général, malheureusement d'ailleurs, sans doute, et de quelle tradition de pensée elle pouvait se réclamer. Alors là encore, on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais le choix que j'ai fait dans le livre, c'est d'explorer l'intérêt, du point de vue de sa capacité donc, à poser les bases d'une politique de la vulnérabilité, de l'approche néo-républicaine de Philippe Pettit. Alors, il y a deux raisons principales qui ont justifié que je me tourne vers le travail de Pettit et vers les travaux des néo-républicains contemporains. La première, c'est que ces auteurs défendent un idéal politique qui est l'idéal de liberté comme non-domination. Or, cet idéal constitue un idéal politique désirable pour des êtres fondamentalement vulnérables, en tant que tel exposé à des maux que le concept de domination permet en grande partie de subsumer. Donc là, c'est aussi une discussion dans laquelle je n'ai pas du tout le temps de rentrer, mais il m'a semblé que le concept de domination, du point de vue des catégories sociologiques mobilisées, était sans doute le concept explicatif le plus englobant au regard des concepts de désaffiliation et de disqualification sociale. La seconde, c'est que les institutions républicaines dont Pettit dessine les contours peuvent, en raison de leur caractère compréhensif, nous permettre de commencer à imaginer ce à quoi pourrait ressembler l'organisation d'une société politique qui prendrait au sérieux le fait de la vulnérabilité humaine. Là, quand je dis caractère compréhensif, c'est qu'il me semble que l'une des forces, même si ça l'expose évidemment à la critique bien davantage de la théorie néo-républicaine, c'est qu'elle fait cet effort que, en fait, peu de théoriciens contemporains ont fait, sinon Rawls, mais qui s'est du coup aussi pris un ensemble de critiques très virulentes auxquelles il a fallu répondre, ont fait l'effort d'essayer de décliner sous la forme de recommandations institutionnelles l'idéal politique qu'ils avaient pris soin de justifier. Et il me semble que c'est aussi un travail qu'on peut essayer d'attendre de la philosophie politique. Alors, cela étant dit, si le cadre posé par Pettit me paraissait prometteur, il me semblait aussi à réviser, à enrichir au regard de la conception de la vulnérabilité que j'avais élaborée dans les parties 1 et 2 de l'ouvrage. Pourquoi ? Parce que principalement, Pettit ne prend pas la mesure de notre vulnérabilité fondamentale, tout en faisant droit à cette idée, il me semble qu'il la restreint considérablement. Il ne rompt pas suffisamment avec une conception rationaliste, abstraite de l'agent, ce qui le rend en partie aveugle aux biens matériels et relationnels dont les agents ont besoin pour jouir de la liberté politique que par ailleurs son approche entend promouvoir. Donc définir une politique de la vulnérabilité supposait du coup d'approfondir le républicanisme en y intégrant notamment ce que les théories du care et de la reconnaissance nous apprennent des conditions interpersonnelles du développement et du maintien de l'autonomie. Donc c'est à ce travail que j'ai consacré le tout dernier chapitre de l'ouvrage, qui est bien sûr programmatique et qui mériterait sans doute d'être repris, discuté, etc. Mais pour aller très vite, ce chapitre défendait d'une part une conception inclusive de la démocratie, articulant des mécanismes de contestation, donc c'est un concept qui est proprement républicain,
mais aussi de participation civique, et en les justifiant en référence à la catégorie de vulnérabilité. Une politique de redistribution prenant la forme d'un minimum civique, là encore je pourrais revenir sur ce que ça inclut, destinée à protéger les citoyens de la désaffiliation et à lutter contre les formes de domination qui structurent le marché du travail. Donc concrètement, ça nous envoie en direction de la défense d'un État social fort, d'un droit du travail protecteur pour les salariés, mais aussi en direction de l'idée de revenu minimum ou capital de départ. Bref, toute une série de mesures destinées aussi à permettre aux individus de reprendre de l'indépendance par rapport au marché du travail. Et enfin, dernier point, et ça c'est un point, il me semble, alors sans doute très discutable, mais c'est un point qui me semble particulièrement pertinent dans le cadre républicain, c'est la défense d'une culture commune fondée sur un certain nombre de vertus ou de dispositions citoyennes, en particulier une disposition de vigilance civique, d'attention à l'autre et de courage. Donc là, il s'agissait pour moi de réinvestir une idée classique dans la tradition républicaine, qu'il y a une complémentarité évidemment entre les lois et les mœurs, pour reprendre une formule plus classique, et que sans intérêt justement pour les mœurs, on pouvait penser un système politique et juridique intéressant, on ne serait pas en mesure d'en garantir la stabilité ou le fonctionnement adéquat. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis voilà, je prendrai vos questions avec plaisir et intérêt. Je vais prendre une feuille aussi. Oui ? Vous avez dit que vous revenir sur vous avez discuté de la traduction de Pierre. Est-ce que vous pouvez le faire ? Ah oui, alors moi je suis là une convention qui s'est imposée progressivement dans les travaux francophones sur la question du Caire, qui consiste à conserver le terme anglophone. Pour une raison principale qui est que en anglais, le terme peut être traduit de différentes façons en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Et bien sûr, toutes ces différentes façons de le traduire sont liées entre elles, mais elles permettent de pointer en direction, si vous voulez, de différentes dimensions, justement des activités de care et des dispositions morales qui leur sont associées. Donc, la première traduction qui avait été donnée quand le livre de Carole Gilligan avait été traduit en français assez vite, en fait, en 86, mais dans une traduction qui a depuis très heureusement été révisée, c'était le terme de sollicitude. Mais ce terme de sollicitude, il ne rendait pas justice à la dimension pratique du care, au fait que le care, ce ne sont pas simplement des dispositions, ce sont aussi un ensemble d'activités matérielles, dans lesquelles justement d'ailleurs se forgent les dispositions à se soucier d'autrui. Donc évidemment, si on veut insister plutôt sur la dimension de l'activité, c'est plutôt le terme de soin qui nous vient à l'esprit, mais en français, le terme de soin est très fortement associé à la sphère du médical. Et du coup, bon, c'est pas forcément aussi étendu que ce qu'on aurait envie de désigner sous le concept de care. Voilà, et par ailleurs, les termes de souci sont aussi importants pour renvoyer alors déjà au fait que le care, c'est aussi une charge. Et c'est aussi une préoccupation qui intègre une composante cognitive, une capacité à percevoir certains états, à interpréter certaines situations, etc. Donc la richesse, si vous voulez, du terme anglais, qui permet aux théoriciennes qui utilisent ce terme d'articuler ensemble plusieurs aspects qui construisent, donc qui constituent le concept de care par différence avec le simple mot, c'est difficile pour nous de les retrouver en français. Donc du coup,
voilà, on a choisi, et pour le coup, moi je suis encore une fois les travaux de celles qui ont contribué à introduire ces travaux en France, en particulier Sandra Logier ou Patricia Paperman ou Pascal Molinier, ont décidé de conserver le terme de care. Oui, Jocelyn. Oui, en fait, je vous remercie cet exposé vraiment extrêmement englobant, qui donne vraiment une prise globale sur le problème. Il y a une chose évidemment qui me préoccupe, mais c'est peut-être ma résistance à Francfort, c'est les questions d'autonomie. Oui. Alors j'entends bien, c'est une autonomie dont tu dis, c'est une autonomie qui est relationnelle. C'est ce syntagme d'autonomie relationnelle qui dit qu'au fond, le rationnel était la condition d'autonomie, d'une pleine autonomie. Je pense que vraiment c'est pas convaincant. Probablement aussi que l'autonomie est condition d'un certain niveau de structuration et d'une certaine qualité du relationnel, au sens où, évidemment, il peut y avoir un certain type de relation entre des agents qui sont autonomes, dans une certaine mesure, mais au fond, ce qui me laisse plus perplexe, c'est que je ne suis pas sûr que les deux termes soient tout à fait coextensifs, au sens où je pense qu'il y a aussi du relationnel qui ne passe pas par l'autonomie. Il y a aussi des interactions dans lesquelles on n'est pas autonome et que c'est important, au sens où, au fond, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une dimension de dépendance positive? La dépendance comme risque, comme problème, il y a aussi le fait qu'on dépend les uns des autres et qu'on n'est pas des êtres complètement autonomes, et en même temps, ce n'est pas forcément un obstacle à surmonter, ça fait partie aussi de la modalité même de ce que tu appelais très justement le social, au sens où ce en quoi on n'est pas forcément autonome, la socialité c'est aussi ça, et pas seulement négativement. Donc cette question au fond des limites de la pratique de l'autonomie, puisqu'on a l'impression que l'autonomie est une valeur dans laquelle culmine toujours, au fond, c'est la construction. Et est-ce qu'il n'est pas aussi important de faire droit à une autre dimension que l'autonomie, et est-ce que la notion de vulnérabilité ne peut pas servir aussi à ça dans son ambiguïté? Donc, en tant qu'elle a des effets sur l'autonomie, mais elle a aussi un sens par rapport à ses limites de la pratique de l'autonomie. Alors, merci de cette question. Alors, c'est une question avec laquelle moi-même je me suis beaucoup débattue, parce que il est évident que l'une des raisons pour lesquelles j'ai été sensible d'abord aux travaux qui mobilisent cette catégorie de la vulnérabilité, c'est en raison de la critique assez massive et à mon sens convaincante qu'il faisait des conceptions traditionnelles de l'autonomie, c'est-à-dire à la fois des idéologies sociales de l'autonomie comme indépendance, autosuffisance, qui sont absurdes, qu'on retrouve dans le mythe de l'homme qui s'est fait tout seul, qui est toujours un homme, mais aussi, qui existent aussi au plan académique sous la forme de défenses très rationalistes finalement, de l'autonomie, qui vont insister sur le contrôle rationnel ou le contrôle volontaire et faire très peu de place à cette dimension de passivité ou de déprise première sur le fond de laquelle, moi, il me semble, toute autonomie se constitue. Donc évidemment, j'étais moi-même assez réticente par rapport à des démarches qui maintiendraient cette catégorie de l'autonomie comme, disons, la catégorie architectonique pour la pensée morale et politique. Alors, en même temps, et je pourrais te répondre peut-être en deux temps, en même temps, il m'est apparu aussi qu'il était extrêmement difficile de renoncer évidemment à l'autonomie. Et d'une certaine manière, c'est à la fois les travaux en théorie féministe qui m'ont incité à me montrer méfiante par rapport à la catégorie classique de l'autonomie, mais qui m'ont aussi incité à ne pas, jeter le bébé avec l'eau du bain, donc à essayer plutôt d'adopter une démarche où l'enjeu, c'est, d'un point de vue normatif, de repenser cette catégorie d'une façon qui la purge d'une certaine manière de ses corollaires problématiques, plutôt que de nous en priver, ne serait-ce que parce que il me semble quand même... Alors, l'idée, mais pour moi, c'est pas du tout une question réglée. Donc, l'idée de repenser l'autonomie en particulier, tu mentionnais la question des conditions relationnelles, mais surtout en tant qu'autonomie expressive. C'est-à-dire, comment s'atteste cette autonomie ?
Elle s'atteste dans la capacité qu'un sujet a à un moment donné à exprimer ce qui lui importe. C'est la définition à laquelle moi je suis finalement parvenue. Cette expression, ça peut être une expression verbale, pratique, etc. Cette expression peut tout à fait susciter la présence d'autrui et requérir la présence d'autrui. Et par ailleurs, il me semblait que cette définition, qui est assez minimaliste, quand même, qui fait droit à la part affective, au fait que nous ne sommes pas a priori responsables ni décisionnaires quant à ce qui nous importe, typiquement, me semblait être une manière de faire droit à des exigences morales qui se manifestent aussi peut-être, je pense, dans ce type de relations que tu évoques, qui sont des relations de grande dépendance, qui ont une valeur, mais dont, à mon sens, la valeur, au moins pour celui qui est dans la position du dépendant, pas forcément pour celui qui est dans la position de celui dont on dépend, mais du dépendant, qui ont une valeur aussi, pas seulement, mais aussi dans la capacité qu'elles ont à préserver cette possibilité d'expression. C'est-à-dire que donc de ce point de vue, il n'y a pas d'antinomie entre autonomie et dépendance. On peut faire valoir cette capacité d'autonomie expressive dans des relations de grande dépendance. Et par exemple, alors je ne sais pas si c'est dans le livre, parce que j'ai dû réduire beaucoup, mais dans la thèse, donc l'un des arguments que je prends justement en défense de cette conception expressive, bon, qui est sans doute à travailler encore, mais c'est l'idée de dire que évidemment, si on la définit comme ça, on peut tout à fait penser des degrés dans l'autonomie, et l'autonomie peut se manifester y compris chez des patients, par exemple, atteints de la maladie d'Alzheimer. Il y a de très beaux travaux sur cette question qui montrent que jusque dans ces situations de très grande vulnérabilité, de très grande dépendance, la beauté de la relation, la possibilité de la relation, elle est liée à la préservation de cette possibilité pour celui qui est dépendant. Alors, donc ça c'est une chose, mais ça ne veut pas dire pour autant... Donc reconnaître ça, essayer de peut-être complexifier un petit peu les relations entre autonomie et dépendance, pour moi c'était important. Ensuite, il y a une autre question, il me semble, dans ta question, qui est la question de savoir, quand on en vient à penser en termes d'idéal normatif et d'idéal politique, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Parce que, si tu veux, moi il me semble que justement, ce que j'essayais de dire là, c'est que... la vulnérabilité fondamentale, j'en ai pas trop parlé là, mais elle est effectivement éminemment ambivalente. Et l'une des raisons pour lesquelles il convient de ne pas rabattre toutes les formes de vulnérabilité sur des vulnérabilités induites ou des vulnérabilités problématiques, c'est parce que, comme tu dis, je suis complètement d'accord avec toi, c'est l'une des modalités du social, en fait. La capacité à être affecté conditionne, bien évidemment, les relations que nous pouvons avoir aux autres. Et donc, il y a une positivité, évidemment, là-dedans. Là, j'ai plutôt insisté sur la dimension de facticité et sur l'ouverture au risque. Mais si tu veux, voilà, pour moi, dans l'idée de reconnaissance de la vulnérabilité fondamentale, il y a aussi l'idée que... c'est pas quelque chose à déplorer en fait. Voilà, bon, mais peut-être il faudrait insister davantage. Mais ensuite, il y a une autre question qui est la question de savoir quel idéal politique normatif nous devons adopter quand il s'agit de réfléchir à la façon dont on pourrait justifier un ensemble d'arrangements institutionnels et politiques. Et alors là aussi, je me suis posé beaucoup de questions parce que donc au final, moi, ce que je dis, c'est en fait, c'est effectivement une certaine version de l'autonomie que nous devons viser collectivement. Nous devons chercher à promouvoir les conditions de cette autonomie pour tous et toutes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va essayer de faire en sorte que les... Donc là, je reprends un argument de Nussbaum. Nussbaum dit promouvoir les conditions de, ça ne veut pas dire promouvoir ceux qui dépendent de ces conditions. Donc, il s'agit de promouvoir, encore une fois, de mettre en place les conditions de l'autonomie plutôt que d'exiger l'autonomie de chacun. Mais effectivement, on peut considérer, par exemple, que c'est un idéal politique, peut-être,
qui reste insuffisamment sensible à la positivité de type de relation. Alors, peut-être qu'il laisse place à l'autonomie au sens où je l'ai définie, mais dont l'autonomie n'est pas la finalité, etc. Je suis complètement d'accord. Alors, la question que je me pose du coup, c'est... et je me suis posé cette question aussi, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que, si on prend au sérieux la vulnérabilité, on ne doit pas formuler un idéal politique dans des termes relationnels et pas, bon, l'autonomie, ok, donc c'est une autonomie relationnelle, mais l'autonomie, ça reste quand même voilà, un pouvoir individuel. Alors même si, encore une fois, j'essaye de montrer que, tant du point de vue de ses conditions que de son expression, elle requiert en fait certains types de relations. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir en termes d'égalité relationnelle? Alors, c'est aussi quelque chose qui m'a séduit dans la théorie néo-républicaine, c'est que la liberté comme non-domination, c'est quand même un idéal relationnel. Enfin, en tout cas, la question se pose, en tout cas, c'est assez proche du point de vue de sa structure, je pense, de l'autonomie relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de pouvoir individuel, mais une dimension de... Bon, un peu comme les capacités, même si l'aspect individualiste est peut-être plus fort dans le langage des capacités. Donc, est-ce qu'il ne faut pas parler en termes d'égalité relationnelle, au sens où ce qui importe, c'est que chacun soit considéré, quelle que soit sa position, quelle que soit malgré tout, et aussi comme un égal. C'est un petit peu ce que dit aussi Honnête quand il réfléchit à la manière dont les différents rapports de reconnaissance s'articulent entre eux. Qu'est-ce qui doit primer dans une relation affective? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est le respect? Et ce qui montre bien, et pour le coup, je trouve que c'est assez convaincant. Et c'est convaincant aussi au vu d'une histoire sociale qui est la nôtre. C'est que, en fait, il y a quand même cette dimension du respect et donc cette référence à une forme d'autonomie qui doit demeurer dans l'ensemble des relations, même si ça n'épuise pas en fait la description de la teneur normative de ces relations. Ça doit en tout cas constituer encore la norme à l'aune desquelles on les évalue. Enfin, quand on se situe d'un point de vue politique. Mais le politique n'excède pas non plus la morale. Donc, je pense qu'il faudrait aussi... Voilà. Donc c'est fouillis ma réponse, mais merci en tout cas. Oui, j'ai une question. Il y a un terme qui a un peu trotté dans mon esprit pendant tout votre exposé, c'est le terme d'adaptation, qui est, je pense, lié à cette idée d'autonomie sociale et tout ça. Alors l'idée, c'est pas de dire les pauvres et les malades, vous n'avez qu'à vous adapter et vous ne serez pas vulnérables. Oui, d'accord. Je peux faire prévenir, mais c'est intéressant parce que quand vous parlez de vulnérabilité comme limitation, je trouve que ça tient en fait à ce que vous évoquez comme préjugé, dans les deux sens du terme et dans les deux parties, c'est-à-dire à la fois ce préjugé que la personne vulnérable est tellement à surprotéger qu'au fond on va la limiter, c'est-à-dire une personne malade est forcément faible, une personne qui a Alzheimer est forcément empreinte d'un manque d'autonomie, et même des fois des vulnérabilités qu'on suppose et qui sont totalement fausses, comme vous en avez parlé, les termes sexistes. C'est-à-dire la femme est donc plus sensible, donc elle est impropre à gérer certaines choses. Et il y a aussi de la part de ces gens une volonté d'adaptation qui est, quand vous perdez un membre, je pense notamment à des thèses phénoménologiques, il n'y a pour autant pas la perte de la sensation de ce membre et pas la perte de cette autonomie liée à l'absence ou à la présence du membre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, est-ce que, quand vous parlez de contingent de vulnérabilité en sociologie, est-ce qu'on ne touche pas là du doigt un problème d'adaptation qui n'est pas de dire justement vous n'avez qu'à vous adapter pour ne pas souffrir de votre pauvreté ou de votre maladie, mais l'idée que déjà dans la vulnérabilité comme limitation, comme vous avez pu l'énoncer, il n'y a pas déjà un problème. C'est-à-dire que penser la vulnérabilité comme limitation, c'est déjà supposer des carcans de vulnérabilité qui peut-être sont problématiques au niveau social. Alors oui, effectivement, l'enjeu c'était de... Alors peut-être on pourra revenir, là encore il y a plusieurs choses sur la question de l'adaptation. Parce que je ne suis pas sûre de d'avoir compris exactement ce que vous vouliez dire.
l'idée les approches sociologiques en général, effectivement, réinvestissent le jugement négatif qu'on porte traditionnellement sur la vulnérabilité, c'est-à-dire la vulnérabilité est du côté de la diminution, de la souffrance, du malaise, de la limitation. Mais ce qu'elle montre, c'est que précisément ces effets de limitation sont liés à un contexte relationnel et social particulier. Et dans ce contexte, il y a notamment des normes à l'aune desquelles les situations sont jugées, les individus sont considérés comme normaux, pas normaux, performants, pas performants, etc. Donc je ne sais pas trop si ça répond à votre question, mais il y a effectivement cette idée que la vulnérabilité ainsi conçue et alors de ce point de vue-là, les études sur le handicap sont assez, les réflexions sur le handicap sont assez intéressantes. C'est-à-dire que il y a cette idée que le handicap, dans un certain courant des disability studies qui s'appelle le modèle social du handicap, donc qui défendent le modèle social du handicap, c'est cette idée que le handicap, ça n'est pas une privation quelconque de capacité de l'individu, mais c'est une inadaptation du contexte social aux besoins spécifiques qui sont ceux de l'individu, étant donné la situation physiologique dans laquelle il se trouve. Donc c'est pour justement... je pense que ce modèle social, il a fait l'objet de pas mal de discussions dans le champ des disability studies. Là, il y a Aurélie Damam qui a écrit un très bon article sur cette question. Parce que notamment on a pu lui reprocher de ne pas permettre de penser le vécu subjectif et notamment le vécu corporel du handicap. Et donc il y a certains autres théoriciens du handicap qui sont eux-mêmes des personnes en situation de handicap qui ont dit mais en fait on ne peut pas tout référer à des formes de causalité sociale, donc on ne peut pas adopter une position purement constructiviste, il faut réintégrer dans l'analyse la dimension du vécu corporel qui n'est pas réductible justement à l'expérience d'un décalage par rapport à des normes sociales ou à des dispositifs sociopolitiques existants. Cela étant dit, dans ces approches du modèle social, il y a quand même cette idée qui, à mon avis, est intéressante et qu'il faut réinvestir, selon laquelle la vulnérabilité... les variations de la vulnérabilité sont en grande partie liées au contexte social dans lequel les agents sont inscrits. Donc il n'y a pas de raison de penser ces vulnérabilités en termes de limitation ou d'incapacité individuelle ou de privation individuelle. Je ne sais pas si c'est ça que... Oui, en fait, si vous voulez, c'était plutôt... Enfin, ça répond aussi à une partie de la question au niveau social, mais je trouve que c'est assez symptomatique dans le bon sens du terme, même si je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai lu au moins le sommaire. C'est un bon début. Et le fait que vous terminez sur la vertu, je trouve ça très intéressant parce que justement ça évoque pour moi totalement l'idée d'adaptation. Ah, d'accord. C'est-à-dire cette idée au fond que nous n'y arrivons pas et on suppose déjà qu'on doit y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça au fond cette espèce de violence sociale qui donne lieu non plus à l'assistance mais à l'assistanat. C'est-à-dire au fond on a un manque d'adaptation qui n'est pas lié à la vulnérabilité en tant que telle, mais aux préjugés, et vous venez de l'évoquer sur le social, que nous aurons pour des vulnérabilités, qu'elles soient rationnelles, ou etc. C'est-à-dire que notre esprit soit va passer assez loin, un handicapé ne sera pas assez intégré dans cette société, et toujours on suppose une espèce de violence qui est celle du préjugé vulnérable, de préjugé de vulnérabilité, qui n'est pas lié à la personne vulnérable, mais qui est lié au « je ne peux pas faire ceci », comme si ce « ceci » était un but à atteindre essentiellement, presque existentiellement, alors que la vulnérabilité, au fond, ne se constitue peut-être en tant qu'adaptation que parce qu'elle subit des préjugés qui sont n'est vulnérable que celui qui n'y arrive pas. Mais est-ce que y arriver, déjà, c'est déjà constitué? C'est peut-être ça que je voulais dire. C'est pour ça que quand vous parlez de vertu, c'est intéressant, parce que ça suppose au fond un débat qui est au fond très rationnel, qui est de dire quand notre raison n'y arrive pas,
c'est que nous sommes vulnérables ou que, regardez, on est peu de choses. Au fond, c'est très symptomatique. Alors, la raison pour laquelle je réinvestis la vertu à la fin a à voir aussi avec... c'est d'ailleurs assez... Enfin non, je veux dire, c'est assez... ça peut paraître assez étrange, mais en fait, je ne pense pas que ça le soit. J'entends vertu au sens de disposition, hein, de disposition subjective. Et donc excellente en l'occurrence parce qu'au service d'un certain type d'idéal social et politique. Mais c'est vraiment la dimension de la manière d'être habituelle qui m'intéresse, hein, dans le terme de vertu, et il me semble que c'est en ce sens-là que les républicains classiques l'entendent aussi, c'est-à-dire pas simplement dans sa composante normative, mais dans sa composante affective et cognitive. Et la raison pour laquelle j'en viens à la question de la vertu à la toute fin, si vous voulez, c'est simplement parce que, à mon avis, prendre acte et du fait que nous sommes tous fondamentalement vulnérables, et du fait que certaines situations peuvent intensifier cette vulnérabilité au point, encore une fois, de mettre en péril la capacité que certains ont à identifier, exprimer ce qui leur importe, implique pas seulement qu'on mette en place certains types d'institutions, mais implique qu'on cultive entre les citoyens d'une communauté donnée certains types de rapports. Et bien sûr, certains types ces rapports, donc, je reprends aussi, alors je reprends des choses à plusieurs personnes, mais les théoriciennes du Caire soulignent bien évidemment que on ne peut pas penser une société attentive, donc caring, si on n'apprend pas aux individus à être attentifs les uns aux autres, à s'occuper les uns des autres. Et si donc des institutions comme l'école et le monde du travail, qui sont les institutions de socialisation sur lesquelles l'État la famille aussi, mais la famille, c'est quand même aussi... Bon, ça pose aussi de problèmes. Mais en tout cas, dans le cadre de l'école et du milieu professionnel, il me semble qu'on doit penser ces lieux-là comme des lieux dans lesquels on forme des subjectivités. C'est aussi un enseignement à contrario de la sociologie de la domination. C'est-à-dire la domination produit des manières d'être, produit des subjectivités d'un certain type. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de faire bouger les rapports de domination. Donc ce que vous dites quand vous parlez de stéréotypes, etc., c'est une expression à un certain niveau de l'existence de rapports sociaux qui se font ailleurs. Et donc évidemment, il faut pouvoir au moins poser cette question-là, c'est-à-dire considérer que le politique ne s'arrête pas aux portes de ces institutions-là, et que ces institutions-là l'intéressent pas seulement en tant qu'elles répartissent un certain nombre de biens sociaux, mais aussi en tant qu'elles participent à produire certains types de subjectivité. Donc ça peut paraître très antilibéral à ce moment-là, mais en même temps, ça me paraît, ça me paraît être... et donc après... Et donc, juste pour revenir sur un autre point, il me semble que l'une des raisons pour lesquelles c'est important de réinvestir une conception de la vulnérabilité entendue comme vulnérabilité fondamentale, et donc de penser, en gros, de penser la vulnérabilité fondamentale et ensuite d'essayer d'analyser ses devenirs, ses variations différenciées en fonction des contextes, sous l'effet de certains types de processus sociaux, c'est justement pour essayer de désamorcer les effets de stigmatisation qui sont liés à l'étiquetage de certaines personnes comme vulnérables. Bien sûr, quand on dit ça, on fait référence, sans le dire, à des standards ou à des normes dont on estime, qui est ce on, mais dont qui sont censés être
identifier des formes de réussite ou des formes... mais bon, mais justement, repenser la vulnérabilité comme vulnérabilité fondamentale, c'est à la fois se donner les moyens de remettre en question ce type de partage. Et alors, c'est peut-être plus apparent dans le livre et plus encore dans la thèse, mais c'est aussi se donner les moyens de, ce faisant, de désamorcer ou de neutraliser le jugement d'emblée négatif qui est porté sur la vulnérabilité. C'est-à-dire, la vulnérabilité, c'est aussi une condition, c'est la marque du lien et la condition du lien. Donc, bon, je ne sais pas si ça a complètement répondu du coup aux questions. Je regarde juste l'heure, excusez-moi. Oui. Mais du coup, je connais vraiment pas bien du tout les théories du care, mais du coup, dans une perspective où il faudrait, il faudrait participer à la fabrication de dispositions au care, c'est quoi, c'est quoi le modèle de ces dispositions? Je vois mal en quoi ça peut se distinguer de l'empathie, par exemple. Ah, oui, l'empathie, vous pouvez, on parlera plutôt, les théoriciennes du care parlent plutôt effectivement d'attention, de réceptivité. Mais ce qu'elle montre bien, c'est que justement, ces dispositions ne sont pas purement des formes d'engagement intellectuel, ce sont des manières d'être qui dépendent de pratiques. Donc, en gros, d'un point de vue politique, si vous voulez produire des citoyens qui soient attentifs aux formes de dépendance, de vulnérabilité de leurs concitoyens, y a... c'est assez, je pense, si on tire le fil des théories du care, ça peut être assez radical. Mais par exemple, une mesure très simple à avoir, bien évidemment, avec tout ce qui est susceptible de favoriser un meilleur partage du travail domestique dans les familles. Bon, et ça, on sait quand même que l'État a des leviers pour agir là-dessus. Les entreprises aussi, à mon avis, très, très personnellement, là... prendre au sérieux les théoriciennes du care, ça veut dire repenser drastiquement la place que le travail dans la sphère marchande occupe, par exemple, dans nos vies. Ça veut dire libérer davantage de temps pour que chacun puisse se consacrer à certaines activités de care. Parce que, en fait... le fait que les activités de care étaient en grande partie externalisées hors de la famille, alors en partie, en tout cas dans des États où il y a des États sociaux encore assez importants comme la France, ça a produit une prise en charge publique d'un certain nombre d'activités de care. Mais bon, déjà, les personnels, y compris qui travaillent dans les institutions publiques, ne sont pas forcément... déjà, ils ne sont pas suffisamment nombreux, ne sont pas payés correctement, ne sont pas reconnus à la hauteur de l'importance du travail qu'ils font. Donc bon, c'est pas parce que c'est public en fait que c'est du coup parfait. Donc, et d'autre part, une part importante de ces activités sont prises en charge dans le cadre de contrats privés par alors souvent des femmes qui sont dans des situations sociales complexes. Donc si vous voulez, le fait qu'à un moment donné on est sorti de la famille une partie des tâches de care n'a pas nécessairement signifié un partage plus égalitaire des activités de care, une meilleure reconnaissance de l'importance sociale qu'ont ces activités. Donc du coup, il faut jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Il faut se demander comment ça se passe. Par exemple, à mon avis, il devrait y avoir un congé paternité obligatoire à la naissance des enfants, mais le congé devrait être partagé à égalité entre
la mère et le père. Quand il y a congé parental, ça devrait être systématiquement à la condition que les deux parents s'impliquent. Voilà. Après, en termes d'organisation du travail dans la sphère marchande, ça veut dire aussi aligner les horaires de travail, voilà, pas faire des conférences à 18h sur les horaires des écoles, enfin, des choses... Enfin voilà, il y a tout un tas de mesures en fait qui permettraient d'associer plus de gens et d'associer différemment les gens dans un certain nombre d'activités de care et qui du coup favoriserait le développement de cette attention, de cette réceptivité. On ne vient pas, et là je me permets de faire allusion à un très beau texte de Sandra Logier qui s'appelle L'éthique du care en 3 subversions, qui avait été publié dans Multitude, et où elle explique très bien qu'on ne vient pas caring juste parce qu'on trouve que c'est vachement beau d'être attentif aux autres. On le devient parce qu'on se retrouve dans la position de ne pas avoir le choix que de s'occuper de gens qui sollicitent notre attention. Et c'est ce faisant que l'on développe ces savoir-faire, ces manières d'être qui sont celles du care. Ouais. Nous proposons de continuer, de poursuivre cet échange autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre attention. Pour votre